Le Unabomber expliquait. La technologie rend nos vies monotones, insatisfaisantes et artificielles. Notre santé spirituelle et psychologique est au plus bas. À cause des grandes entreprises technologiques et de l'industrialisation, notre planète est aussi condamnée. Tu penses que la technologie rend la vie moins agréable? Je pense que c'est un compromis. Je pense que l'argument selon lequel la technologie est la seule raison pour laquelle nous déclinons en tant qu'espèce est défaut. Parce que tout avantage a son inconvénient. Et inversement. Je crois que les réseaux sociaux nuisent à la mentalité de nombreux jeunes. Je pense que ça vous rend beaucoup plus déprimé que les gens ne l'étaient avant l'avènement de la société. Je pense que ça vous pousse à essayer de vivre selon les attentes, à devoir mener une vie que d'autres mènent et à vouloir correspondre à cette vie que d'autres mènent. Pour vous sentir mieux, ce n'est plus vivre la vie que vous voulez mener et vivre dans votre propre petite société. Vous pouvez partager votre vie et découvrir celle de personnes vivant à des milliers de kilomètres. Vous voyez le meilleur de la vie des autres, ce qui vous fait penser que votre vie est bien pire en comparaison. Je pense que dans ce sens, cela rend les gens plus dépressifs et tristes. Mais je pense que la technologie permet aussi une connexion unique. La connectivité, le commerce, l'accès à l'information et aussi d'autres choses qui rendent la société meilleure. On ne sait plus où donner de la tête entre gauche, droite, conservateur ou libéral. Les problèmes liés à la technologie vont empirer. Alors faisons tout exploser. Il est temps de commencer. Je pense que ma plus grande inquiétude, c'est qu'avec les avancées modernes de l'IA, les gens deviendront de plus en plus stupides à chaque génération, à cause du manque de besoin d'apprendre quoi que ce soit. Parce que tout ce que tu ne sais pas, ce n'est même plus genre rechercher sur Google. Avant Google, hein, si tu avais besoin de savoir quelque chose, tu devais aller à la bibliothèque, ce qui te motivait à apprendre beaucoup plus de choses. Donc tu n'avais pas besoin d'aller constamment chercher comment faire quelque chose. Après l'invention de Google, on disait juste cherche sur Google si tu ne sais pas. Tu apprends encore beaucoup à l'école, hein, mais pour des sujets plus spécifiques auxquels tu n'as pas accès, tu utilises Google. Et maintenant, moi, avec l'IA, c'est genre, pour n'importe quel problème que tu pourrais avoir, tu peux lui demander de le résumer à un niveau de lecture équivalent à celui d'un élève de CE2 pour te l'expliquer. Donc tu peux ensuite vivre ta vie sans jamais avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit. À l'inverse, je pense que l'IA pourrait avoir l'effet opposé et permettre aux gens d'apprendre mieux en créant des programmes éducatifs plus adaptés pour nos jeunes qui arrivent. Pas forcément la génération alpha, mais celle qui suit, les enfants des derniers milléniaux et des premiers de la génération Z. Ils pourraient apprendre plus efficacement et ne verraient plus l'école comme une tâche monotone à laquelle ils doivent se rendre chaque jour qu'ils détestent vraiment. Si l'école était plus attrayante et adaptée à chacun, les gens deviendraient plus intelligents, motivés et verraient l'école comme quelque chose de plaisant. Après une rupture de stock, nous revenons avec de nouveaux produits. Le thème, c'est Amor Fati. C'est une expression latine qui signifie l'amour du destin ou l'amour de son propre destin. C'est une idée de Friedrich Nietzsche, l'un de mes philosophes préférés, qui a inventé l'expression amor fati. Et cette fois, nous avons plein de modèles. Voici un autre sweat à capuche. Il est à l'envers. Le voilà. C'est la carte de tarot roue de la fortune qui correspond d'une certaine façon à Amor Fati, l'amour du destin. Nous avons plein de modèles cette fois. Celui-ci est sur le pantalon de survêtement avec un texte très voyant. Nous avons aussi une casquette. Nous avons deux casquettes différentes. Il y a des chérubins sur celle-là. J'adore ce sweat, c'est mon préféré. Avec un style un peu plus tatouage traditionnel américain. Cœur en feu, chérubin, autour et texte épais. Je porte aussi un t-shirt. Voici un autre modèle de pantalon de survêtement. Allez voir sur joebartolozistore.com. Les stocks sont limités. Les tailles courantes partent vite, alors allez voir. On essaiera d'avoir plus de stocks cette fois. Peut-être proposer des précommandes pour que chacun ait ce qu'il veut, même en commandant tard. Le lien est en description. Merci à vous tous. On reprend la vidéo. C'était la philosophie du Unabomber Ted Kaczynski pour lancer une révolution. Ted a envoyé anonymement des bombes par la poste à des personnes qu'il considérait comme essentielles à la poursuite de la croissance industrielle, notamment des cadres publicitaires, des lobbyistes de l'industrie du bois et des informaticiens. Ted a rédigé tout un manifeste pendant qu'il menait ses attentats, qui contient des prédictions et une analyse de l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup de ces prédictions se sont révélées étrangement exactes. Ted n'était pas non plus un simple fou. Tout au long de sa vie, il a fait preuve à maintes reprises d'une intelligence hors du commun. Alors parlons de
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fou. La folie n'est pas liée à l'intelligence, mais à un certain état de santé mentale dans une société. La santé mentale n'a rien à voir avec l'intelligence. Comment et pourquoi Ted Kaczynski voulait détruire le monde? Tout au long de sa vie, Ted Kaczynski a été incroyablement intelligent. Oui, on le sait, on vient de voir ça. Ted Kaczynski, oh non, il faut vraiment montrer ça dans la vidéo de philosophie, parce que ça sera sur une autre chaîne. Je vous fais un résumé. Ted Kaczynski, diplômé de Harvard, a sauté de classe. La CIA a mené toute une série d'expériences à travers des professeurs sur Ted Kaczynski en utilisant de l'acide, brisant en gros sa psyché et menant très probablement aussi à la folie dont Ted Kaczynski a souffert. On va passer là-dessus. Un jour dans le Montana, Ted randonnait dans les bois près de sa cabane. Quand il arriva à destination, une crête rocheuse près d'une cascade, une route avait été construite en plein milieu. Ted racontera plus tard: Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais bouleversé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, plutôt que d'essayer d'acquérir d'autres compétences de survie, de me venger du système. La vengeance. En effet, Ted a tenu parole. Une fois, quelqu'un a construit une maison de vacances à moins d'un mile de sa cabane. Ted s'est introduit dans la maison et l'a vandalisée. Il a également détruit les motoneiges et les motos que les propriétaires de la maison utilisaient pour traverser les bois. Plusieurs fois, Ted a saboté des technologies qu'il jugeait nuisibles à la nature, incendiant notamment un bulldozer. Je comprends vraiment. Évidemment, on n'en est pas encore en train de parler de sa philosophie. On parle beaucoup de sa vie et du fait qu'il n'aimait pas du tout la technologie. Sa philosophie sur la façon dont la technologie pourrait corrompre la société est peut-être vraie. Mais l'idée que les motoneiges contribuent à l'effondrement de la société est une putain d'idiotie. Parce que ce n'est qu'un moyen de transport rapide à une époque où il y a beaucoup de neige au sol. C'est une question de facilité d'utilisation. Pour ne pas avoir besoin de faire une foutue randonnée avec des raquettes de tennis juste pour éviter de t'enfoncer dans 2 mètres de neige. Il a mis du sucre dans les réservoirs des motoneiges. Ted a démoli le camion d'un ouvrier du bâtiment qu'il a vu dans les bois. Mais malgré tout, ce n'était rien comparé à ses désormais célèbres attentats à la bombe. Entre 1978 et 1995, Kaczynski a envoyé anonymement par la poste ou livré en main propre une série de bombes qui ont tué 3 personnes et en ont blessé 23 autres. Ted envoyait des bombes à ceux qu'il voyait comme des soldats de l'industrie. En 1979, le FBI a constitué une équipe spéciale de 150 enquêteurs pour l'affaire Unabomb, qui était un nom de code pour University and Airline Bombing Targets, cibles universitaires et aéroportuaires. Ces efforts se sont révélés presque totalement inutiles. En près de 2 décennies, le FBI n'a pratiquement fait aucun progrès dans l'identification de celui qu'il surnommait Unabomber. Alors que Ted envoyait ses bombes, il prenait grand soin de ne laisser aucune preuve. Il incluait souvent des indices délibérément trompeurs. Ok, je ne veux pas passer pour un putain d'idiot, mais s'il envoyait des bombes pendant 18 ans et qu'il avait un QI de 168, vous ne pensez pas que si son but était la vengeance et de tuer autant de personnes que possible dans ce domaine, ou de faire passer ce message, il aurait pu trouver un moyen plus efficace pour tuer autant de personnes au hasard, parce qu'il a, il a blessé 28 personnes, mais il n'en a tué que 3. Genre 3 personnes, il reste beaucoup de gens à tuer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il aurait pu trouver un meilleur moyen de cibler ces personnes. Je pense que c'était aussi juste qu'il voulait provoquer de la perturbation et de la peur pour pouvoir diffuser son message plutôt que, peut-être, tuer autant de personnes. Qu'y y avait-il dans les colis? Beaucoup des bombes contenaient des empreintes digitales qui n'appartenaient même pas à Ted. Toujours en fuite, en 1995, Ted a envoyé son essai, La société industrielle et son avenir à divers médias. Il a exigé une publication dans un grand journal, promettant d'arrêter les attentats si ses demandes étaient acceptées. Dans cet essai, aussi appelé le manifeste du Unabomber, Ted a présenté sa philosophie et les raisons de ses attentats. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Le manifeste de Ted commence par ce qui est essentiellement sa thèse. Les conséquences de la révolution industrielle ont été catastrophiques pour l'humanité. Kaczynski affirme que nous avons créé un monde dans lequel les humains ne sont pas faits pour vivre. Tout au long de ses 35 000 mots, Ted développe cette idée et présente la nature comme une alternative aux problèmes qui affligent la société moderne. Je pense que nous rencontrons beaucoup de problèmes chez les jeunes en pleine croissance, où les gens ont l'impression de ne pas pouvoir vivre dans une société moderne parce qu'au fond, nous ne sommes que des animaux plus intelligents, vivant dans un monde non naturel.
Selon l'endroit où vous vivez peut-être dans un monde naturel. Si vous vivez dans le Wyoming et que votre maison est à 40 kilomètres de la personne la plus proche, oui, vous vivez vraiment dans la nature. Mais beaucoup de gens dans le monde vivent dans de grandes villes et il y a très peu de nature autour d'eux. Et peu importe la situation dans laquelle vous vivez, la plupart des gens ont des emplois à heure fixe qui n'ont rien à voir avec la terre sur laquelle ils vivent et qui sont plutôt des emplois de bureau où ils font, vous savez, du service client, travaillent avec des gens, de la comptabilité, de la finance ou même des métiers d'un comme électricien plombier et des choses qui n'ont rien à voir avec la vie d'il y a 300 ans. Mais tu penses que c'est un problème? Est-ce qu'on devrait revenir à la façon dont on vivait autrefois? Non, personnellement, ai-je un certain parti pris parce que la technologie moderne m'a donné le travail que j'ai actuellement et que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter. Oui, mais je pense aussi que juste parce que nous ne sommes pas habitués à ça maintenant, je pense que c'est parce que les humains ont besoin de temps générationnel pour s'adapter. Je pense qu'on est dans une situation merdique où on fait partie des premiers, pas des premières générations, mais des premiers groupes de personnes. Nous sommes 8 milliards à vivre sur Terre qui doivent gérer la technologie moderne que nous avons et essayer de s'y adapter. Je pense que dans 300 ou 400 ans, oui, les choses vont continuer à progresser, mais de plus en plus de choses vont devenir plus normales. La technologie moderne, comme la radio et la télévision, ne corrompent pas les humains et ne rendent pas la société pire. Je pense que ce sont plus les nombreuses inventions nouvelles auxquelles nous ne sommes pas habitués et que nous ne savons pas encore comment réguler ou utiliser pour le bien de la société, qui nous nuisent. Ce qui m'inquiète avec la technologie moderne, c'est le manque d'objectifs que les gens vont avoir au quotidien. Parce que l'IA pourrait finir par prendre le contrôle. L'IA et les robots en général pourraient finir par prendre le contrôle. De nombreux emplois obligeant les gens à soit ne rien faire ou à accepter des postes qu'ils aiment. Moins. La technologie a industrialisé notre société. Dans cette société, Ted soutient que le système est priorisé au-dessus de tout, y compris la liberté humaine. Votre comportement est encadré pour accroître votre efficacité et votre bien-être dépend de votre productivité dans le système. Et je pense que ça s'applique spécifiquement aux personnes atteintes de troubles du déficit de l'attention, en particulier lorsqu'elles sont incapables de, vous savez, prêter attention dans un état d'esprit très insipide et ennuyeux. Par exemple, avoir un trouble du déficit de l'attention à l'époque avant Jésus-Christ, ce n'était pas un problème. Avoir un trouble du déficit de l'attention ne va pas vous nuire. La seule raison pour laquelle c'est considéré comme quelque chose de mauvais, c'est parce qu'on vit dans une société qui le rend ainsi. Quand vous n'arrivez pas à rester concentré sur des tâches essentielles pour être un citoyen efficace. Si vous aviez un trouble du déficit de l'attention à une époque où il fallait, vous savez, ramper dans la jungle et trouver des animaux à tuer et à manger, en fait, ça pouvait même être un atout utile à avoir. Par exemple, les troubles de l'attention nuisent à la productivité dans l'industrie. Trop bizarre. Je vous jure que je n'avais pas vu. C'est trop bizarre qu'ils viennent de dire ça. Mais c'était dans la lignée de ce qu'ils venaient de dire. Ils sont donc abordés même si une courte capacité d'attention n'est pas forcément nuisible. La dépression clinique est en hausse. Les conditions sociales qui provoquent cette dépression ne sont absolument pas abordées. On donne plutôt aux gens des médicaments qui leur permettent de tolérer des conditions qu'ils trouvent naturellement intolérables. À des degrés divers, Je ne crois pas que la dépression soit généralement causée par les avancées technologiques de notre société. Je pense que ça joue un rôle, mais je pense que c'est plus que ça. C'est plutôt la connaissance plus vaste que les humains ont en général, et la perception des personnes autour d'eux qui leur donne l'impression que leur vie est pire. Aussi fou que ça puisse paraître, les pays les plus heureux du monde ont les taux de suicide les plus élevés. Ce n'est pas parce que leur pays est mauvais, mais parce que les personnes qui vivent des situations difficiles voient souvent les gens heureux. Je dois recommencer. Des pays très heureux présentent aussi des taux de suicide élevés. À mon avis, ce n'est pas parce que ces pays font quelque chose de mal en soi, mais plutôt parce que, quand on est dépressif et qu'on vit entouré de gens heureux, sa propre vie paraît encore plus difficile. Tu vas encore plus te focaliser dessus. Les gens qui vivent dans des pays où les conditions de vie sont vraiment pourries, ou des systèmes de vie vraiment nuls, dans les sociétés où ils vivent, où ils rencontrent davantage de difficultés. Le niveau de bonheur net est tellement plus bas que ta vie, en comparaison, ne semble pas du tout aussi mauvaise.
Ça revient à ce que je disais à propos des réseaux sociaux, où beaucoup de personnes qui se sentent déprimées voient mince tout le monde heureux sur les réseaux sociaux. C'est en partie une façade car les gens ne partagent que les meilleurs moments, jamais les pires, ce qui les enfonce davantage. Je ne crois pas que la hausse de la dépression soit seulement due à la technologie et aux emplois de bureau. Je pense que ça joue un rôle, mais je crois que la façon dont les gens perçoivent leur propre bonheur par rapport à celui des autres a un rôle encore plus important. Et leur propre conscience individuelle, les tâches auxquelles ils doivent faire face. La vie est plus stressante aujourd'hui car il y a toujours plus à faire. Quand vous viviez, il y a longtemps, à l'époque avant la société, vos seules tâches de la journée étaient de trouver de la nourriture, un abri, faire du feu, cuisiner, manger et dormir. Il fallait juste avoir ces compétences. Et puis à un moment donné, tu aurais probablement attrapé une maladie ou un truc du genre qui t'aurait tué jeune. Aujourd'hui, beaucoup de ces problèmes sont résolus et il vous suffit d'avoir de l'argent pour obtenir ces choses. Mais pour avoir de l'argent, vous devez accomplir beaucoup de tâches différentes. Et même quand vous avez toutes ces tâches différentes et toutes ces choses différentes, comme une voiture pour aller à votre travail, dont vous avez besoin pour gagner de l'argent, maintenant vous devez payer votre voiture. Et quand vous gagnez de l'argent, vous devez en donner une partie au gouvernement, parce que le gouvernement va payer les routes dont vous avez besoin pour utiliser votre voiture pour aller à votre travail. Et puis une grande partie de cet argent est prélevé. Ensuite, vous devez aussi payer les factures pour votre eau, pour votre logement. Vous devez gérer beaucoup plus de choses. Donc la vie devient intrinsèquement de plus en plus stressante. Je pense que c'est juste l'évolution de la société en général. Dire que nous devons alors revenir à nos anciennes habitudes est quelque chose qui pourrait résoudre ce problème. Mais a réduit la capacité des humains à apprendre, grandir et rester curieux. Ça freinerait notre curiosité et ça nous limiterait en tant qu'espèce à simplement vivre de la Terre. Et nous ne serions pas capables de résoudre beaucoup des questions philosophiques ou de la philosophie dont Ted Kaczynski parle que nous avons aujourd'hui. On ne pourra jamais comprendre davantage sans évoluer en tant qu'espèce. Plus nous progressons technologiquement, mieux nous comprenons le monde qui nous entoure. Tous les aspects de la vie moderne. Kaczynski pensait que c'était inévitable dans la société industrielle. Au début, la technologie paraissait uniquement bénéfique. Plomberie, électricité, télécommunications. Qui de raisonnable résisterait à ces commodités? Kaczynski affirmait que ces technologies finiraient par s'intégrer à nos vies au point d'éroder nos libertés individuelles. Par exemple, Kaczynski cite l'automobile. Posséder une voiture était autrefois un luxe facultatif. Avec le temps, notre société a été pensée pour les voitures, conçue en supposant que chacun en possède une. Aujourd'hui, avoir une voiture est presque indispensable, donc vous y êtes contraint. Aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas de putain de système ferroviaire, parce qu'on n'a pas de système ferroviaire. Tu sais ce qu'on doit faire, tu sais ce qu'on doit faire. Nous devrions imiter d'autres pays d'Asie de l'Est avec d'excellents réseaux ferroviaires permettant à leurs habitants de voyager rapidement en train. Au lieu de devoir monter dans une putain de bagnole et conduire 45 minutes jusqu'à ton putain de boulot. Donc, vous êtes contraint de faire tout ce que cela implique, travailler pour payer une voiture, l'immatriculer et apprendre à l'utiliser, etc. Même les piétons voient leur liberté limitée par les voitures, avec trottoirs et passages désignés. Et même dans ce cas, le piéton est constamment en danger d'être tué par un conducteur imprudent. Les personnes sans voiture dépendent des transports en commun, limitant leur liberté de mouvement. Vous devez suivre le bus, le train, etc. C'est un argument tellement débile, c'est un argument tellement stupide. Oui, tu dois aller là où va la voiture, tu dois aller là où va le train. Ok, supprimons ça. Rasons toute la putain de ville et transformons-la en prairie. Maintenant, il te faudrait 7 jours pour... Vous savez combien de temps ça prendrait pour... La quantité d'espace que tu peux parcourir en 30 minutes en bagnole ou en train, c'est inimaginable pour quelqu'un qui vivait en l'an 1350. Il devait marcher ou se déplacer à cheval partout. Ça prend une éternité. Tu peux parcourir plus de distance et vivre plus de choses dans la vie grâce à la technologie moderne. Ted reconnaît que nous vivons dans une soi-disant société libre, mais il soutient que nous ne sommes libres que jusqu'au point où nos actions impactent le fonctionnement du système. Que ce soit sur le plan juridique, moral ou social, menacer le système est la limite à partir de laquelle un comportement est considéré comme inacceptable. Il demande: quelle sorte de liberté a-t-on si on ne peut l'utiliser que selon ce que quelqu'un d'autre prescrit? Un chien en laisse n'est pas libre. Kaczynski ajoute que nous n'avons aucun pouvoir pour changer ce système. En effet, la production industrielle moderne C'est une liberté limitée. Un chien en laisse, c'est une liberté limitée. Pour qu'il ne s'enfuit pas et ne se fasse pas écraser par une voiture ou quelque chose comme ça.
Je pense aussi que c'est comme ça qu'on éduque son chien. Je pense que ton chien peut avoir de la liberté. Les chiens ont sacrifié leur liberté pour devenir compagnons de l'homme et mener une vie plus simple, comme ce fut le cas avec les loups. Contrairement aux chats, les chiens ne se sont pas domestiqués eux-mêmes. Mais grâce à l'évolution humaine et à l'élevage, ils ont littéralement troqué leur liberté sauvage contre une quantité illimitée de nourriture, d'eau et de soins. Ils se sont effectivement débarrassés du besoin de chasser par eux-mêmes pour dépendre des humains qui les utilisent comme animaux de compagnie. C'est un échange équitable, c'est l'éthique nicomachienne, le compromis d'Aristote entre les êtres humains. Dans notre relation d'amitié, nous avons des chiens comme compagnons, et eux nous ont comme distributeurs de nourriture et d'eau qui les maintiennent en vie. Impact des millions de personnes. Ainsi, par nécessité, ces décisions reviennent aux employeurs, politiciens ou autres autorités. De cette façon, ta vie est déterminée par les choix et les actions des autres, des choix sur lesquels tu ne peux avoir aucun impact mesurable, même en démocratie pure. 600 millions, Ta vie dépend des actions des autres. Ça s'appliquerait dans une société technologique ou non. même dans une démocratie pure, 600 millions de personnes votent sur quelque chose. Mais ensuite, on pourrait adopter un état d'esprit stoïque en acceptant que c'est la liberté ultime. Reconnaître que vous n'avez pas le contrôle sur un million de choses, c'est accepter la liberté que vous avez et être la personne que vous pouvez être. Au lieu d'être supposé que vous devez avoir le contrôle total sur chaque chose dans votre vie, c'est être un maniaque du contrôle. Chaque individu a un millionième de part dans la décision, dit Kaczynski. Il n'y a aucun moyen de régler cela dans une société hyper connectée et industrialisée. Dans une telle société, nos besoins fondamentaux sont satisfaits sans véritable difficulté. La plupart de nos emplois demandent seulement de venir et d'obéir aux instructions, alors nous devons... Le problème, c'est que la société, en théorie, est parfaite. Parce qu'au lieu de devoir tout savoir faire soi-même, on peut devenir vraiment bon dans un domaine précis et ensuite payer d'autres personnes pour faire les choses que vous ne voulez pas faire à votre place. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et beaucoup de gens n'aiment pas leur travail. Si chaque personne dans le monde aimait son travail, la société ne serait pas parfaite, mais elle serait bien meilleure. Parce qu'alors, personne ne serait mécontent de la façon dont il vit. Ils pourraient évidemment être mécontents de leur salaire ou de leurs activités hors travail. Mais si tout le monde pouvait idéalement vivre dans un monde où ils peuvent avoir un travail qu'ils aiment vraiment, et qu'ensuite ils utilisent l'argent qu'ils ont pour payer pour les choses qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils n'aiment pas les faire. C'est ça, la société. Être bon dans un travail spécialisé. chercher d'autres objectifs. Nous sommes forcés de nous engager dans ce que Kaczynski décrit comme des passe-temps finalement dénués de sens, qui ne peuvent jamais vraiment nous apporter de satisfaction. Un faiseur d'argent en série, Qui a créé cette machine de musculation? C'est quoi ce truc? des passe-temps, C'est un mélange entre un vélo et un elliptique. finalement dénués de sens, Ça ne peut pas être bon pour le dos, ça. qui ne peuvent jamais vraiment nous apporter de satisfaction. Un faiseur d'argent en série n'est jamais satisfait. Le travail d'un militant politique n'a jamais vraiment... Il est en train de fumer une putain de cigarette? Il y a une infinité de timbres à collectionner. Kaczynski a soutenu que l'absence de processus d'accomplissement d'objectifs significatifs provoque de l'agitation et de la détresse. Ted demande comment vivre sans rien de vraiment significatif à atteindre ou défendre. Ce niveau de contrôle et de répression nous place dans des circonstances artificielles et nuisibles. Adapter les humains à un système plutôt que l'inverse entraîne de grandes conséquences. Kaczynski a affirmé que cette tendance continuerait jusqu'à ce que les technocrates puissent modifier la génétique humaine pour l'adapter au système. À ce stade, l'espèce humaine passerait de quelque chose de naturel à un produit conçu et fabriqué. Kaczynski a théorisé qu'un jour, nos systèmes seraient si complexes que nous ne pourrions plus percevoir les conséquences à long terme de nos décisions. Seuls les ordinateurs et l'intelligence artificielle pourraient prendre de bonnes décisions. Bien que l'intelligence artificielle ne serait pas consciente, elle serait la seule chose capable de gouverner notre système industrialisé. En effet, le contrôle de notre monde serait confié à l'intelligence artificielle. Kaczynski pensait que ce système était irréformable. Il jugeait le concept de réforme naïf, affirmant que la technologie a toujours progressé dans l'histoire humaine. Il disait que toute réforme vraiment significative aurait probablement des conséquences désastreuses.
Il ne croyait pas que les réformateurs traditionnels seraient prêts à prendre ce risque, surtout étant donné qu'ils bénéficient du système. Kaczynski s'est également opposé aux technophiles qui pensaient que la science résoudrait tous ces problèmes. Ted a dit, on entend ça depuis 200 ans, la révolution industrielle devait résoudre la faim dans le monde, par exemple. Le résultat avait été tout le contraire, selon Ted. Il affirmait que les technophiles ignoraient le fait que leur solution créait de nouveaux problèmes. Par exemple, les scientifiques se vantent qu'ils mettront fin à la famine en créant de nouvelles plantes alimentaires génétiquement modifiées. Cela permettra à la population humaine de croître sans fin, et il est bien connu que la surpopulation. La population humaine ne croîtra pas sans fin. Ça se reflète dans la baisse actuelle de la population et du taux de natalité dans la plupart des pays. Ted Kaczynski a littéralement tort à ce sujet. On estime que la population mondiale continuera de croître jusqu'à environ 10 milliards de personnes au maximum. Elle devrait ensuite s'arrêter et se stabiliser à ce niveau. Elle pourrait légèrement diminuer, mais pas plus. Certains pays comme l'Inde ou la Chine seront surpeuplés. Ce n'est plus le cas de la Chine actuellement, mais c'est le cas de l'Inde et de certains pays africains où la natalité reste très élevée. Mais ma population mondiale n'atteindra jamais 25 milliards. Jamais. Il y a juste un manque de terre. On pourrait dire que les gens vont continuer à se reproduire, mais quand les gens se rendent compte que leur enfant ne vivra probablement pas dans une société formidable, ils décident tout simplement de ne pas avoir d'enfants. Entraîne une augmentation du stress et de l'agressivité. Ted a donc appelé à la révolution et a déclaré qu'il était temps de tout recommencer et de tout détruire. Kaczynski savait que cette révolution entraînerait de grandes souffrances et l'a justifié. Ça causerait beaucoup de souffrance. Si on démantelait la société moderne, il faudrait éliminer la moitié de la population mondiale. Si nous revenions à l'époque où l'on vivait dans des cabanes, je parle toujours de cabanes, parce que c'est comme vivre hors réseau. Peut-être que si on conservait l'agriculture moderne et d'autres choses, si on démantelait les villes et les modes de vie modernes, on reviendrait à une population mondiale d'environ 1 à 2 milliards d'individus. Ce qui, on pourrait dire, est une bonne chose dans son esprit. Mais vous allez tuer. Il faudrait littéralement tuer de force, genre les 2 tiers de la planète. Quand tes grands-parents étaient en vie, disons tes grands-parents sont nés en 1940. La population mondiale comptait 2,3 milliards d'habitants. La population mondiale a augmenté de près de 6 milliards de personnes en 85 ans. Et donc dans son esprit, il va se dire «Oh, ça va continuer d'augmenter». Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai si l'on observe les pays développés du premier monde à la pointe technologique. Leurs taux de natalité sont en baisse, ce qui est néfaste pour la croissance sociale au sein d'un pays donné. Parce qu'il faut une population jeune pour aider la population vieillissante à vivre. La solution, c'est l'immigration en provenance d'autres pays moins, je ne veux pas dire moins avancés, hein, mais disons des pays qui ne font pas partie du premier monde. C'est pour ça que c'est une mauvaise chose de ne pas avoir d'immigration. Je ne veux pas dire que l'immigration aux États-Unis n'était pas un problème. Mais si tu regardes des pays comme le Japon, qui ont des lois sur l'immigration très strictes, ils rencontrent beaucoup de problèmes dans leur propre économie. C'est dû à 1 million de raisons liées à leur perception du marché immobilier et à plein d'autres raisons. Si tu n'as pas un taux de natalité supérieur à, disons, 2,1, pour avoir une population qui augmente régulièrement, même pas qui augmente, il te faut un taux de natalité de 2,1 pour maintenir une population stable. Il faut des personnes jeunes qui puissent en travailler et en gros, payer et aider les personnes âgées à vivre. Et les gens vivent de plus en plus longtemps, donc il faut davantage de personnes pour les aider. Si tu n'as pas de naissance et de jeunes qui arrivent dans ton propre pays, tu dois faire venir des gens d'autres pays. En soulignant que l'industrialisation croissante entraînerait encore plus de souffrances, Kaczynski pensait en outre que plus le système serait autorisé à croître, plus l'effondrement final causerait de souffrances. Donc, en détruisant des choses maintenant, il choisissait en fait une option plus humaine. Il détestait la technologie mais aimait la nature. Ted pensait que la nature était l'antidote à ses problèmes. Selon lui, l'homme primitif ne rencontrait presque aucun de nos problèmes actuels et vivait assez heureux. Seule la nature pouvait offrir une véritable liberté face à ses besoins fondamentaux, ceux qui, selon Ted, apportaient un épanouissement authentique. Sans système industriel, les gens devraient vivre en harmonie avec la nature. Beaucoup de ses opinions semblent très de gauche selon les normes actuelles, mais Ted Kaczynski détestait les libéraux. Ce manifeste consacre beaucoup de place à l'énumération des problèmes. Je ne dirais pas que tout ça a l'air libéral, je dirais que c'est un mélange des deux.
Je pense que dire que la technologie moderne cause le réchauffement climatique et nuit à la planète est une idéologie libérale. Mais l'idée que nous devons revenir à notre ancienne façon de vivre, c'est, mot pour mot, un point de vue traditionnellement conservateur. Beaucoup d'entre eux, je dirais, sont assez exacts aujourd'hui, et de la même manière, ils détestaient aussi la droite. Ted a souligné l'hypocrisie de réclamer une croissance économique constante tout en résistant à tout changement social significatif. Il affirmait que la croissance économique entraînait des changements sociaux. Vous voyez, Ted était convaincu qu'aucune division, aucune étiquette n'avait d'importance à part celle entre les personnes qui tentaient de supprimer la liberté et celles qui étaient opprimées. Après la publication du manifeste de Ted dans le Washington Post, son frère David a reconnu son style d'écriture en lisant l'essai. David a alerté les autorités qui ont arrêté Ted dans sa cabane du Montana en 1996. Ted a reçu 8 peines de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 10 juin 2023, probablement à la suite d'un suicide. Je pense que Ted avait objectivement raison sur notre monde moderne. Nombre de ses prédictions se sont réalisées depuis la rédaction de l'essai. Si vous adhérez entièrement à la philosophie de Ted, alors bien sûr, ces solutions semblent être la seule voie à suivre. Pour la plupart des gens, moi compris, envoyer des bombes par la poste paraît une très mauvaise solution à des problèmes réels. En effet, il me semble que ces 20 années de terrorisme intérieur n'ont eu pratiquement aucun impact sur le monde. Oui, littéralement aucun. Il n'a absolument pas changé le monde. Il a juste tué quelques personnes, puis rédigé un putain de manifeste. Je ne veux pas être méchant, mais je veux dire, c'est ce qu'il a fait. Oui, j'ai bien aimé cette vidéo.